bonjour. Alors, on va démarrer la session. Nous sommes très nombreux. Il y a encore quelques connexions qui arrivent. Eh bien, je vous propose de démarrer. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire organisé par OpcoEP à destination des CFA. Donc, vous êtes très nombreux aujourd'hui, comme je vous le disais. Nous avons d'ailleurs atteint en quelques heures notre jauge technique à 1000 participants lors de l'émission des inscriptions. Et au regard du nombre de CFA qui ont été placés sur liste d'attente, OpcoEP donc, a décidé d'organiser un second webinaire identique à celui-là dès mercredi prochain. Voilà, donc en tant qu'acteur de la formation en alternance, avec notamment près de 177 000 contrats d'apprentissage financés l'an passé, nous sommes très attentifs à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de nos partenaires, donc les CFA notamment, dont vous faites partie, qui sont en relation, vous êtes en relation avec les entreprises donc, des 54 branches de l'OpcoEP. Ces webinaires ont lieu au moins une fois par an, mais cette année, l'ordre du jour s'est dessiné vraiment dans les dernières semaines avec donc la sortie de cette réforme du financement de l'apprentissage. Nos services ont travaillé avec beaucoup d'intensité donc pour comprendre et décrypter cette réforme afin déjà qu'OpcoEP soit prêt à l'appliquer le jour J. Et ce webinaire est aussi l'occasion pour nous de partager le fruit de notre travail afin que notre bonne compréhension à tous de cette réforme facilite la mise en place des contrats d'apprentissage pour les entreprises. Nous avons donc fait le choix de vous faire cette présentation dès maintenant, tout en sachant que les décrets, comme vous le savez, ne sont pas tous sortis pour le moment. Mais bon, au regard du volume géré par OpcoEP, nous ne pouvions pas attendre l'apparition de l'intégralité des décrets pour agir et nous organiser. Voilà donc, avant de démarrer la session, quelques éléments sur l'organisation. Le webinaire donc, est enregistré pour que nos partenaires qui n'auraient pas pu se rendre disponibles puissent l'écouter en replay, donc soit via notre site opcoep.fr ou via notre chaîne YouTube. Les liens vous seront envoyés d'ici quelques jours. Ce webinaire a pour but de vous transmettre donc, des informations donc, sur la réforme de l'apprentissage. Mais OpcoEP souhaite aussi qu'il y ait, alors c'est toujours difficile avec autant de participants, mais de l'interaction avec donc un question-réponse et une conversation donc, qui est à votre disposition. Et donc vous pourrez poser vos questions, vos éventuelles questions liées au sujet abordé aujourd'hui via la conversation Teams qui est à votre disposition et qui sera modérée par Camille qui est avec nous, ainsi que des spécialistes de l'apprentissage à l'OpcoEP. Et puis, nous pourrons bien évidemment traiter certaines questions en séance, mais on sait que par expérience, parce que nous avons déjà animé plusieurs webinaires, qu'il y a toujours de très nombreuses questions et du coup, on vous répondra via un question-réponse qui sera mis à votre disposition. Voilà, je vous propose de poursuivre. Et donc, vous l'avez compris, hein, nous allons co-animer ce webinaire avec Marie, qui est chef de projet à la direction des opérations et qui est donc spécialiste de l'apprentissage. Donc, nous serons à deux voix avec, eh bien, très clairement, hein, on sait, on va parler donc de la réforme avec des éléments de contexte pour démarrer, puis la présentation des mesures avec plusieurs cas pratiques. Et j'insiste là-dessus, ces cas pratiques, c'est vraiment le cœur de notre webinaire qu'on a voulu le plus opérationnel possible pour les CFA qui sont présents aujourd'hui. Allez, le contexte. Alors, une petite flèche du temps. Donc, dans les grandes lignes de ce calendrier, il y a deux grandes étapes. Une première applicable au 1er juillet 2025 et qui a pour objet
d'améliorer la soutenabilité et le modèle financier de l'apprentissage. Et puis une deuxième, à la rentrée 2026, qui aura pour objet donc de prioriser les financements en fonction des besoins du marché du travail et des priorités de branche. Alors dans le détail, cette partie de 2026, il y a un premier axe qui est donc prioriser le financement en faveur des premiers niveaux de qualification. Donc là, il s'agira de l'exonération du plafonnement de prise en charge pour les bas niveaux de qualification notamment. Renforcer les prérogatives des branches professionnelles pour prioriser les financements. Donc là, ça sera la modulation du financement par les branches à hauteur de 20% de la recommandation France Compétences. Ensuite, un autre point qui sera donc majorer le financement des formations stratégiques pour le marché du travail, avec, dans ce cas, les branches professionnelles qui établiront une priorisation des formations qui préparent leur métier. Et puis encore deux autres points, donc réduire les différentiels de prise en charge non justifiés, là avec une convergence des niveaux de prise en charge sur les certifications préparant au même métier. Et puis le dernier point, donc rendre plus lisible le système de financement des CFA. Il y aura donc la création d'un seul niveau de prise en charge par certification. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont eh bien, les mesures 2025, parce que le 1er juillet, c'est demain ou presque. Donc, je vous propose déjà de voir quelles sont ces nouvelles mesures. Il y en a 5 au total. La proratisation journalière donc, du niveau de prise en charge, la participation obligatoire de l'employeur, la minoration pour les formations à distance, le solde de 10% également qui va être créé, et la lutte contre la fraude. Alors, je suis allé très vite, mais là, on va rentrer dans le détail. C'est vraiment le cœur de notre webinaire aujourd'hui. On va détailler, disséquer chacune de ces mesures. Et donc, je vous propose de démarrer avec la première mesure, qui sera donc la modification donc, de la prise en charge du contrat au niveau du coût journalier. Il faut savoir déjà qu'il y a un périmètre en fait, à cette réforme, et c'est important de commencer par ce point-là, qui est donc les contrats qui vont être ciblés. Donc, ce sont tous les contrats d'apprentissage qui sont signés ou conclus après le 1er juillet 2025, et de même, pour les avenants dont le contrat initial est signé ou conclu après le 1er juillet 2025, là aussi, donc, il y aura la prise en compte de la réforme. Et donc, en conséquence, tous les contrats ou avenants signés ou conclus avant cette date ne sont pas embarqués dans cette réforme. Voilà, donc ça c'est déjà pour le contexte général du périmètre de la réforme. Et donc je vous le disais, ce premier point, c'est la proratisation journalière des niveaux de prise en charge. Il s'agit là, en fait, de la fin de la modalité tout mois entamé est dû en mois glissant. Ça, c'était donc terminé au profit d'une proratisation journalière des niveaux de prise en charge, avec une base légale qui est donc de 365 jours. Et là, il convient de calculer le nombre de jours, donc depuis la date de début de prise en charge jusqu'à la date de fin de contrat, avec des bornes qui sont comprises. On vous a mis des exemples pour être le plus compréhensible possible. Également, le NPEC affiché par France Compétences doit donc dorénavant s'entendre pour 365 jours. Et puis, si nous sommes dans le cadre d'une année bissextile, donc par exemple du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028, là, l'année couvre 366 jours. Il va donc falloir appliquer une règle de proratisation. Donc, on va prendre le NPEC, on le divise par 365 et donc on le multiplie par 366 cette année-là, parce que nous serons donc dans une année bissextile. Voilà, je vous le disais, on essaye d'être opérationnel et de vous amener sur des cas pratiques, être le plus concret possible. Pas de remise en cause des règles actuellement en place, ça c'est vraiment important. Donc les formations pratiques en entreprise qui commencent 3 mois avant le début de la formation théorique en CFA, ça, il n'y a pas de changement. La formation pratique en entreprise qui peut se terminer 2 mois après le dernier examen, là aussi, pas de changement, ça marche toujours de la même manière. Et puis, sur le dernier point également, sur les jeunes qui commencent une formation en CFA, avec la signature du contrat dans les 3 mois suivant la date de début de formation, là aussi, pas de changement, on applique les mêmes règles. Alors peut-être, Marie, tu pourrais nous présenter justement un cas pratique qui s'affiche à l'écran.
Effectivement, alors on a pris à l'écran, vous êtes affiché un contrat qui va du 29 août 2025 au 2 septembre 2026. La prise en charge de l'OPCO annuelle s'élève à 8 000 euros. Pour un contrat qui serait conclu avant le 1er juillet, du 29 août 2025 au 2 septembre 2026, on aurait été sur une durée de 13 mois, avec un financement de 8 000 euros divisé par 12, multiplié par 13, c'est-à-dire 8 666,67 euros de prise en charge. Pour les contrats qui vont être conclus à partir du 1er juillet, on va commencer à compter en jours. Donc le calcul se fait sur le nombre de jours total. On ne retire pas les samedis, les dimanches, hein, et cela fait bien du 29 août 2025 au 2 septembre 2026, 370 jours. On inclut les bornes de début et de fin, évidemment. Donc notre montant pris en charge, en fait, il va s'élever à 8 000 euros divisé par 365, multiplié par 370, ce qui nous fera une prise en charge sur ce contrat de 8 109,59 euros. Ensuite, il y aura donc un deuxième axe, une deuxième mesure, qui est donc la participation obligatoire de l'entreprise. Alors, pour tout contrat signé pour une certification visant un niveau 6, 7 ou 8, donc Bac plus 3 ou plus, une participation obligatoire de l'employeur à hauteur de 750 euros donc, a été créée. C'est bien le CFA qui collectera cette contribution et OPCO-EP eh bien, déduira ce montant de la première échéance. À titre d'information, ces diplômes représentent 21% des contrats gérés par OPCO-EP, donc les niveaux 6, 7 ou 8, sur l'ensemble des 54 branches. Voilà, avec des branches qui sont plus ou moins impactées que d'autres en fonction des contrats d'apprentissage, des niveaux des contrats d'apprentissage qui sont mis en place. Et une question, Marie, est-ce que le montant de la participation obligatoire doit être exclu du montant conventionné? Alors, le montant conventionné, tel qu'il figure vraiment dans la convention, c'est le coût réel de la formation, donc incluant la participation obligatoire. Nous, on va prendre votre montant conventionné, duquel on va déduire systématiquement la participation obligatoire de l'entreprise si elle doit être appliquée. Donc, vous devez bien l'inclure dans le montant conventionné. Ok, c'est très clair. Et est-ce que le CFA devra fournir la facture de participation obligatoire qu'il aura envoyée à l'entreprise? Absolument, pour pouvoir recevoir le solde du dossier à la fin du contrat, il va falloir effectivement fournir aux OPCO la copie de la facture que vous avez émise aux entreprises pour cette participation obligatoire. Donc, il ne s'agit pas là d'un cadeau à faire aux entreprises, hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont on va vous demander la preuve, en fait, dans le déroulement du dossier et pour régler la fin du dossier. Merci Marie pour cette précision. Je te laisse la main avec donc un cas pratique sur cette participation obligatoire de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Je vous propose de regarder un contrat qui irait du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, 730 jours. Donc, on part du principe que nos contrats sont signés à partir du 1er juillet 2025. Nous avons pris une formation visant un niveau 6 avec un NPEC, un niveau de prise en charge déterminé par France Compétences à 8 000 euros. Du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, on a 730 jours. Donc, on va calculer notre montant de prise en charge selon la formule suivante. On prend le NPEC, donc 8 000 euros, qu'on divise par 365, qu'on remultiplie par 730. Ça nous fait une prise en charge de 16 000 euros. Comme sur ces 16 000 euros, il y a une participation obligatoire de l'employeur, l'OPCO ne va réellement prendre en charge que 15 250 euros. Donc 16 000 moins les 750. Donc, au niveau de la première échéance, donc on vous a dit que le montant de la participation obligatoire est déduit de la première échéance. Donc, sur un contrat conclu avant le 1er juillet, notre première échéance, qui est la dernière ligne de mon tableau que vous voyez à l'écran, s'élèverait à 3 200 euros. Pour un contrat conclu à partir du 1er juillet, en fait, de ces 3 200 euros, on va déduire le montant de la participation obligatoire de l'employeur. Donc, la première échéance va se calculer sur 40% du NPEC ou du montant financé, si vous conventionnez moins que le NPEC, moins les 750, ce qui nous donne, dans notre exemple,
une première échéance à 2 450 €. Merci Marie pour cet exemple très opérationnel. Je vous propose de poursuivre avec, justement, Marie, qu'est-ce qui se passe en cas de rupture pendant la période probatoire? Voilà, un élément encore très concret. Voilà, alors concrètement, la DGEFP préconise au CFA de facturer la participation obligatoire à la fin de la période probatoire du jeune en entreprise. Pour la simple et bonne raison que s'il y a rupture pendant la période probatoire, le montant de cette participation obligatoire est recalculé. Il est recalculé selon la règle suivante. 50% du coût pédagogique à payer dans la limite de 750 €. On reprend mon petit exemple du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Je vous rappelle, on est toujours sur 730 jours pour une formation de niveau 6. Notre aide PEC est toujours de 8 000 €. Il y a une rupture le 20 septembre 2025, pendant la période probatoire. Donc, sur la période du 1er septembre, date de début de contrat, jusqu'à la rupture au 20 septembre, cela fait 20 jours. L'OPCO va devoir, en termes de coût pédagogique, normalement, l'OPCO vous devrez 438 €, je vous fais grâce des centimes, selon le calcul déjà énoncé. Donc, on prend les 8 000 € du NPEC qu'on divise par 365 et qu'on multiplie par 20. Sur ces 438 €, la participation obligatoire de l'employeur s'élève donc à 50% de ce montant dans la limite de 750 €. Donc, dans notre cas, sur les 438 €, la participation obligatoire de l'employeur est de 219 €. Et donc, le montant du coût pédagogique réglé par l'OPCO au CFA dans le cas d'une rupture sans maintien est également de 219 €. Ok, donc voilà, on a vraiment voilà, le cas concret, et effectivement, la manière dont ça va se passer avec les 750 €. Mais il y a des exemples, il y a des exceptions, et donc nous, on a travaillé dans ce sens-là, et c'est aujourd'hui vraiment ces éléments-là que nous souhaitons vous partager. Mais là, nous avons présenté donc une exception, donc avec une rupture pendant la période probatoire. Mais par contre, pour tout autre cas de rupture, même une rupture d'un commun accord, bah, là, il n'y a pas de proratisation. Et donc, la participation obligatoire est due par l'entreprise, et donc elle n'est pas proratisée si jamais il y a une rupture donc, du contrat. Et Marie, pour un contrat dit de type 23, donc en cas de nouveau contrat avec un autre employeur à la suite d'une rupture anticipée du précédent contrat pour la même formation, j'y suis arrivé, elle était quand même longue, la participation obligatoire de l'entreprise, donc elle est fixée à 200 €. Mais voilà, comment ça se passe, dans quel contexte? Donc, en fait, il y a plusieurs conditions à remplir pour que la participation obligatoire soit de 200 €. Il faut déjà que le RNCP soit strictement le même que sur le contrat précédent, que ce soit bien un contrat de type 23, c'est-à-dire un contrat suite à rupture, et que la situation du stagiaire avant contrat soit la situation 8, c'est-à-dire déclaré en formation au CFA sans contrat sous statut de stagiaire de la formation professionnelle à la suite d'une rupture d'un précédent contrat, ou la situation 4, donc quand le stagiaire est déclaré déjà en contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que le stagiaire rompt son premier contrat, qu'il reste en CFA ou non, il en conclut un deuxième de type 23 dans la foulée. Dans ces cas-là, il rentre bien dans la situation 8 ou dans la situation 4, en fonction du maintien ou non en CFA, ou de la continuité, en fait, de la formation. Si le RNCP est le même que sur le contrat précédent, nous sommes bien dans un cas où la participation obligatoire est fixée à 200 €. Si jamais l'un de ces critères n'est pas rempli, la participation obligatoire est à nouveau de 750 € pour l'entreprise. C'est bien une participation de 750 € par contrat. C'est-à-dire que si le stagiaire change de formation, donc passe d'une formation à une autre, la nouvelle entreprise devra à nouveau s'acquitter de 750 €. Et la petite spécificité de ce montant de 200 €, c'est qu'en cas de rupture, même pendant la période probatoire, cette participation obligatoire de 200 € n'est pas proratisée. C'est-à-dire que quoi qu'il en
quoi qu'il en soit, les 200 € seront dus par l'entreprise. Ok, c'est très clair. Et donc, du coup, rupture pendant la période probatoire, proratisation des 750 €, mais c'est uniquement à ce moment-là. Après, si on est sur un nouveau contrat donc de type 23, là, pas de proratisation des 200 €. Merci, Marie. Et donc, on va poursuivre avec eh bien, la troisième mesure qui concerne donc la formation à distance. Alors, voilà, lors de la mise en place de cette réforme, il a été considéré que la formation en distanciel a un coût de revient inférieur à une formation en présentiel dans les locaux du CFA. En conséquence, pour tenir compte de ces écarts, lorsque la formation a lieu au moins à 80% en distanciel, le niveau de prise en charge France Compétences est minoré donc de 20%. Aussi, un élément donc, qui n'était pas présent dans les textes initiaux, mais qui est bien en vigueur, la certification est considérée comme inéligible à la minoration, donc des 20%, si tous les CFA qui la dispensent proposent plus de 80% de formation à distance. Donc ça, c'est quand même un élément important à prendre en compte. À savoir qu'il n'y aura pas non plus de prise en charge minorée sous la barre des 4 000 €. Et puis, une autre information qui, elle aussi, est très récente, en tous les cas à ma connaissance, et importante pour les CFA concernés. Cette information, c'est donc sur la définition des heures de formation à distance. Et là, donc, nous la partageons à l'écran. Il s'agit donc du nombre d'heures prévisionnelles d'heures de formation qui ne seront pas délivrées en présence physique dans un même lieu du formateur et du ou des apprentis, et bien évidemment au sein du nombre global d'heures de formation prévisionnelles. Voilà, donc c'est vraiment ce ratio qui est regardé et de cette manière-là. Et important également, ça apparaît aussi à l'écran, un nouveau CERFA est attendu. On a déjà une date cible, Marie, sur ce CERFA ou pas encore? C'est trop tôt? Eh bien, pas encore, c'est encore trop tôt. C'est parti dans les instances de l'État qui s'occupent de la communication du nouveau CERFA, donc ça viendra sous peu. Ok. Eh bien, je te laisse la main pour un nouvel exemple. Tout à fait. On reprend notre contrat qui commence le 1er septembre 2025, qui se termine le 31 août 2027, 730 jours. Cette fois, nous sommes sur un NPEC à 12 000 €. Le nombre d'heures de formation global est de 1 350 heures. Mais la durée de la formation à distance représente 1 215 heures. Cela nous donne un pourcentage de 90%. Puisqu'on dépasse les 80% de formation à distance, le NPEC est donc minoré de 20%. Donc, dans notre cas, sur un contrat de 12 000 €, il est minoré de 2 400 €. Le NPEC minoré annuel s'élève donc à 9 600 €. La prise en charge de locaux, elle va être plafonnée à ce NPEC minoré dans la limite du montant que vous, CFA, avez conventionné. C'est-à-dire que si vous avez, pour un tel contrat, conventionné 10 000 €, nous, OPCO, allons nous arrêter à une prise en charge annuelle de 9 600 €, selon le NPEC minoré. Si au contraire, vous avez conventionné 8 000 €, on est en dessous du NPEC, notre prise en charge est plafonnée à votre montant conventionné, soit 8 000 €. Ok, merci Marie pour cet exemple très clair. Alors, il y aura un autre point, donc c'est la... Alors, je pense que nous avons perdu Benoît. On va lui laisser quelques petites secondes pour voir si son réseau se rétablit. Désolé, il y a eu une petite coupure de réseau. Donc, le temps pour moi de me reconnecter. Est-ce
que Marie, tu m'entends, juste pour checker Oui, si tout va bien? oui, oui, je t'entends. Bon, parfait, Et le super, partage est revenu. C'est parfait, on peut reprendre. nickel, impeccable. Je me remets en place aussi de mon côté au niveau de l'affichage des écrans. Et donc, je vous disais, désolé pour cette petite coupure. Bien évidemment, je n'y suis pour rien. Donc, je disais, donc, je reprends quand même sur le solde de 10%, donc, qui est donc la quatrième mesure donc, de cette réforme. L'idée, en fait, c'est d'atténuer les situations de trop perçues. Il y a donc eu la création d'un solde de 10% qui est retenu, qui sera retenu sur la troisième échéance et reporté en début d'année suivante. Alors, on va vous montrer des exemples, hein, parce que dit comme ça peut paraître un peu compliqué. L'idée, en fait, c'est que ce montant de 10%, eh bien, il est retiré donc, de la troisième échéance de chaque année de formation et ne peut être facturé qu'en début d'année suivante ou le lendemain de la fin du contrat, si jamais on était dans une fin de contrat. Et donc, ce serait dans ce cas-là lors de l'échéance finale. Alors, quand même, une question au niveau de l'organisation, au niveau des échéances, il y avait deux possibilités en fait qui s'offraient au COEP. Soit créer une échéance supplémentaire dans le même temps que la première échéance, donc des 40% quand on était sur un contrat de 2 ans, donc une échéance à 10, une échéance à 40. Ou alors faire le choix en fait de n'avoir qu'une seule échéance qui regroupe à la fois le solde de 10% et puis la première échéance de l'année 2 quand on est donc sur un contrat pluriannuel, donc qui fait une échéance en fait en clair à 50%. Voilà, et c'est donc bien ce choix qui a été retenu par OpcoEP. Le CFA, avant de passer sur la partie exemple, parce que là, je vous vois pas, mais je ressens bien que c'est pas forcément évident à comprendre. Et donc, le but, c'est vraiment d'imager avec des cas pratiques et des exemples. Et on en a prévu, et on a prévu aussi suffisamment de temps sur cette partie pour vraiment voilà, vous permettre de l'appréhender de la meilleure façon qu'il soit. Donc, il faut savoir que le CFA aura un délai de 4 mois maximum après la dernière échéance, donc pour facturer, pardon, un délai maximum de 4 mois après la fin du contrat, donc pour facturer OpcoEP, sur cette dernière échéance donc de 10%. Et il y aura donc des justificatifs qui seront nécessaires, donc notamment le certificat de réalisation qui sera obligatoire lors de la facturation de ce solde, parce que, eh bien, il faudra donc justifier l'intégralité des présences ou des absences donc au terme du contrat. Donc ça, c'est au moment du solde. Et puis également, donc, quand on est dans le cas précis, le CFA devra fournir donc la facture de participation de l'employeur au terme du contrat. Et donc, voilà, si le contrat incluait bien une participation obligatoire, donc si on était dans les contrats de niveau 6, 7, 8, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, donc la facture qui aura été émise par le CFA, et comme vous le disait Marie également, quand nous l'avons sollicité sur le sujet, la facture donc devra bien être jointe à ce moment-là. Alors, Marie, un petit schéma, comme ça, de prime abord, ça fait une suite de chiffres, mais on va aussi vous le présenter. Et vraiment, c'est le but, là, on est dans un contrat 24 mois, c'est de vous donner un exemple typique et de vous dire, bah voilà, on est dans cette situation, comment ça va se passer? Voilà, donc vous voyez, le schéma se présente en 2 lignes. Nous avons en haut la première année et juste en dessous la deuxième. Première année, première échéance habituelle de 40%. Deuxième échéance de 30%. Troisième échéance de 20%. Alors à chaque fois, sur les échéances 2 et 3, vous attestez de la présence du stagiaire sur la période précédente. Ce qui va être nouveau, c'est que à cette troisième échéance de 20%, donc l'échéance qui représente aujourd'hui 30%, mais qui après le 1er juillet ne représentera plus que 20 et 10, ces 10% donc sont retirés de l'échéance 3 pour créer une nouvelle échéance. Donc à l'OPCO-EP, comme vous l'expliquait Benoît, on a pris le parti de regrouper les 10% de solde de la première année avec les 40% d'acompte de la deuxième année.
c'est aussi dans le but de faire un peu moins de facturation. Hein. Pour vous comme pour nous, vous savez bien que le process de facturation est assez lourd. Donc voilà, on va vous demander une seule facture. Pour avoir le paiement de cette facture, il va falloir nous présenter le certificat de réalisation de la totalité de la période écoulée. Donc, au moment où vous allez nous facturer cette échéance de 10 plus 40, donc 50%, il faudra bien nous présenter le certificat de réalisation pour toute la première année de formation. Et ensuite, la deuxième année se déroule de la même façon, une deuxième échéance de 30%, une troisième échéance, et enfin, ce solde de fin de contrat, donc qui ne sera facturable qu'à J plus 1 de la fin du contrat, donc le lendemain. Là, vous nous adressez le certificat de réalisation de la totalité de la deuxième période, de la deuxième année de formation, et le cas échéant, la facture de la participation obligatoire que vous avez envoyée à l'entreprise. Okay, voilà, alors, ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus visuels. Et puis, sur la slide d'après, on vous propose de regarder un peu ce que ça donne point de vue chiffre pour que vous juste, vous y retrouviez. Marie, Oui, juste pour faire avoir oui, voilà, un peu le avant-après, oui, j'essaye de reformuler et tu me dis si, voilà, si je me trompe pas. Donc en fait, avant, en fait, on avait en fait trois échéances. On avait une échéance à 40%, une échéance à 30% et une dernière échéance à 30%. c'est Voilà, et ça. c'est donc cette dernière échéance, voilà, qu'on coupe. On met On coupe, 20% sur la dernière année, enfin pour la facturation du quatrième trimestre. Et c'est puis donc, ça. on prend les 10 et on les met sur l'échéance suivante, l'échéance suivante, pardon, qui nous amènera à une échéance en fait à 50%, C'est ça, tout à fait. l'échéance qui suit. OK. OK, Tout à merci. fait. Le tout accompagné du certificat de réalisation de la totalité de la période. Voilà, c'est le texte qui nous dit ça. Alors, allez, on repart sur un cas pratique où on en a deux. Hein. Donc là, c'est bien, on est au niveau du timing, on est plutôt bien. Donc, on va prendre le temps, voilà, de vous expliquer. Encore une fois, soyons opérationnels. Marie, je te laisse la main. Voilà, donc on reprend toujours notre contrat de 730 jours du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. On est sur un NPEC à 8 000 € et le CFA a conventionné le montant NPEC. Donc on reste sur un montant financé de 16 000 €. Je rappelle le calcul pour ceux qui ont loupé cette partie. 8 000 € divisé par 365 fois 730. Le montant du solde de 10%, il s'élève à 10% du coût annuel, du montant annuel financé. Donc ici, on est sur 10% du NPEC. Ma réserve de 10% que je vais régler en fin de chaque année s'élève donc à 800 €. Si on regarde l'échéancier qui est dans le tableau, nous avons une première échéance à 3 200 € qui représente 40% du 8 000 €. Une deuxième à 2 400, c'est 30% du 8 000 €. Une troisième échéance à 1 600, ce qui représente 20% du 8 000 €. Et on a cette nouvelle échéance, l'échéance 4, qui regroupe à la fois les 40% de 8 000 € qui équivalent à la première période de l'année 2, plus le montant du solde de 10%. Donc, on a 3 200 € plus les 800 € qui représentent mon solde annuel. Donc, au niveau de cette échéance, vous nous fournissez bien le certificat de réalisation pour toute la période. Ensuite, la deuxième année se poursuit normalement, hein, on parle toujours des cas sans rupture. Une échéance 5 qui représente 2 400 €, 30% de 8 000 €. Une échéance 6 de 1 600 €, 20% de 8 000 €. Et enfin, la nouvelle échéance, l'échéance 7, à facturer un jour après la date de fin du contrat, qui s'élève à 800 €. Donc là, on retrouve mon montant du solde de 10% que j'avais déterminé de prime abord. Pour ce règlement du solde, donc je vous rappelle, le certificat de réalisation pour toute l'année écoulée est obligatoire et le cas échéant, c'est-à-dire si on est dans un contrat pour une formation de niveau 6, 7 ou 8, la facture de participation obligatoire de l'employeur. Ce sont les deux pièces sans lesquelles nous ne pourrons pas régler le solde. Et donc, un deuxième exemple pour venir imager un peu plus cette nouvelle mesure sur le solde de 10%.
Alors, là, on est dans un cas où on prend plus, on n'a pas pris une année complète pour vous montrer aussi ce que ça représente en fait sur un contrat qui ne dure pas une année complète. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans le même cas. J'ai juste pris un NPEC de 12 000 euros, un contrat qui dure 584 jours. Donc, on a un financement à 19 200 euros. Mon montant du solde de 10% s'élève à 1 200 euros dans ce cas-là, puisque le montant conventionné est égal au montant du NPEC. Donc, nous avons notre première année de facturation, 4 800 euros, donc les 40% de 12 000 euros, 3 600, 2 400 euros. Notre fameuse échéance 4 qui représente 40% du montant financé plus le montant du solde de 10%, donc 4 800 plus 1 200 dans ce cas-là, avec le certificat de réalisation obligatoire. Et mon échéance 5, en fait, elle va être un peu moins importante puisque du coup, j'ai dû garder les 1 200 euros à la fin du contrat pour facturer après la date de fin du contrat. Donc, mon échéance 5, en fait, elle n'est plus que de 1 200 euros, c'est-à-dire le reste à payer sur le contrat, moins le montant du solde de 10%. OK. Et Marie, là, j'ai vu passer dans les questions et après, on peut le voir un peu plus tard comme tu veux, mais voilà, pour un contrat de moins de 12 mois, comment ça va se passer? Je trouvais Alors, la question intéressante. c'est ça, les contrats de moins de 12 mois ne sont pas concernés par ce solde de 10%, puisque les contrats de moins de 12 mois, en fait, c'est 50% du montant financé en début de contrat et 50% après la fin du contrat. Donc, en fait, pour les contrats de moins de 12 mois, ça ne change rien. Pareil, Ok. si jamais il y a une rupture au cours du contrat, je vous rappelle qu'on est en financement jour. Donc, en fait, l'OPCO va vous régler jusqu'à la date de rupture s'il n'y a pas de maintien en formation. Donc voilà, le coût sera de toute façon recalculé. Ok. Et puis là, bien évidemment, dans les exemples, ce sont des exemples pour des contrats qui n'étaient pas donc de niveau 6, 7, 8, mais si c'était un exemple pour un contrat avec une participation obligatoire de l'employeur, bah, lors de la première échéance, il y aurait donc eu un retranchement du montant si tant est qu'il n'y avait pas eu de rupture pendant la période probatoire. Tout à fait. Voilà. Effectivement, on a pris des cas bien détaillés, bien spécifiques, mais toutes ces conditions peuvent se regrouper au sein d'un même dossier, bien sûr. Ouais, je vois aussi que ces exemples voilà, apportent des questions et si jamais vous souhaitez pouvoir les réentendre, bah, voilà, comme on vous l'a dit en début de webinaire, il y aura un replay, donc vous pourrez reprendre certaines parties et puis aussi vous aurez le support. On a volontairement détaillé un peu plus qu'à l'accoutumée le support pour que vous ayez un maximum d'informations à froid à la fin du webinaire. Et donc, on va poursuivre avec le dernier axe de cette réforme, qui est donc la lutte contre la fraude et qui là donc va impacter plutôt uniquement dans ce cas-là, en tous les cas, les nouveaux CFA, avec un décalage donc de 3 mois du versement du premier acompte. Donc, cette mesure va concerner donc tous les CFA dont le numéro de déclaration d'activité a été enregistré depuis moins de 6 mois. Et donc, au moment de la création donc d'une nouvelle entité CFA, des contrôles complémentaires donc vont être mis en place par les OPCO. Donc pendant 6 mois, la première échéance n'est pas facturable et elle ne le sera qu'au bout donc du troisième mois. Et un certificat de réalisation donc sera obligatoire et donc va être demandé. Et bien évidemment, bah, ce certificat de réalisation, il ne pourra couvrir que la première période de 3 mois qui aura donc eu lieu. Marie, au niveau de l'exemple sur ce sujet, tu peux nous présenter un nouveau cas? Donc voilà, un nouveau cas où le CFA vient d'ouvrir ou a son numéro de déclaration d'activité depuis moins de 6 mois. Du coup, dans ce cas-là,
l'ouverture de la première échéance s'est décalée. Il n'y a pas d'impact sur le montant, mais par contre, voilà, au lieu d'être facturable au 1er septembre, puisque je suis restée sur mon dossier du 1er septembre 2025, la première échéance ne sera ouverte qu'à partir du 1er décembre 2025. Par contre, toutes les autres échéances ne sont pas impactées. Après, le rythme de l'échéancier reprend son cours normal. Merci Marie. Donc voilà, là nous avons survolé, on a fait plus que survolé, on a détaillé les cinq grands points, les cinq grandes mesures de cette réforme sur 2025. On voulait revenir et plus en mode rappel de la précédente réforme, donc sur les points de contrôle. Avec notamment donc ce décret du 28 juin dernier, donc il y a un an, qui concernait donc les contrats conclus à partir du 1er août 2024. Donc, il y a eu de nouveaux éléments avec des vérifications qui sont faites par les OPCO et OPCO-EP, notamment en ce qui nous concerne. Donc, avec le respect donc, de la certification Calliope, donc, par les CFA. Donc, ça, c'est un premier élément de contrôle. Ensuite, il y en a un deuxième sur l'interdiction d'embauche, donc d'alternants, prononcé par les DRETS pour les entreprises. Donc là, c'est fait systématiquement également par l'OPCO. Et également donc un autre qui est donc l'habilitation des CFA à dispenser les formations. Donc il est important d'indiquer le CFA pédagogique. Donc c'est vraiment un rappel donc lors de la complétion du CERFA. Et cette mesure vise à garantir en fait une meilleure conformité des formations et à renforcer donc la qualité de l'apprentissage. Donc, il est important de bien veiller à ce que ces éléments soient fournis. Ensuite, il y a eu également l'an passé un renforcement donc, des règles pour prévenir les fraudes, avec notamment des contrôles dits bloquants dès l'instruction, notamment lorsque le maître d'apprentissage est lui-même apprenti dans l'entreprise, donc aux mêmes périodes que le contrat a engagé. Donc ça, c'est vérifié chez nous par les équipes de gestion et notre outil informatique. Et ensuite, on a également un autre contrôle bloquant lorsque le maître d'apprentissage encadre plus de 3 personnes en contrat d'apprentissage. Donc ça, ce sont des contrôles qui sont dits bloquants aujourd'hui. Et c'est en place, hein, ce sont des contrôles qui sont en vigueur depuis l'an passé d'ailleurs. Et puis, il y a un autre contrôle qui n'est pas bloquant, parce qu'il n'est pas possible de le rendre bloquant, parce qu'il y a des vérifications qui doivent être faites, mais en fait, c'est sur le nombre d'apprentis donc encadrés dans l'entreprise. Il y a un matching qui est fait, et pour ça, il faut qu'on informe le CFA et l'entreprise pour qu'il y ait des vérifications qui soient faites. Voilà, il nous reste un peu de temps. On peut peut-être regarder quelques questions, Marie, Oui, alors tout à et fait. puis apporter quelques éléments de réponse. Alors, je voudrais commencer par revenir sur la livraison des documents. Je vous rappelle, comme l'a dit Benoît en introduction, que pour l'instant, les décrets ne sont pas parus. Les décrets ne sont pas parus, pour autant, toutes ces mesures-là nous ont été décrites, donc on vous les fournit telles qu'on en a connaissance aujourd'hui. Ce n'est pas l'OPCO EP qui a décidé de faire cette réforme, hein, c'est la loi. Donc, tous les OPCO vont devoir s'y plier, même si après, il y aura des spécificités de traitement à chaque OPCO, peut-être, ou peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, c'est la loi, il va falloir qu'elle soit mise en place de cette façon. Nous sommes aussi en attente du CERFA V14 qui va intégrer la durée de formation en distanciel. Donc, pour répondre à une autre question que j'ai vue passer, vous indiquerez sur le CERFA les heures globales de formation et ensuite la durée en distanciel. Vous ne ferez pas de distinguo sur le CERFA entre le présentiel et le distanciel. Vous aurez le nombre global, puis la durée en distanciel, dont nous, à l'OPCO-EP, après, nous allons tirer le pourcentage. Je vous rappelle que la minoration pour la durée pour la formation en distanciel, ce sera à partir de 80%, 80,00. Tout ce qui dépassera 80%,
le NPEC sera minoré de la façon dont je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, la DGEFP va aussi mettre à jour les modèles de convention et de certificat de réalisation. Mais ça, visiblement, ça ne se fera pas avant l'automne. Donc voilà, pour l'instant, on va continuer tous, autant qu'on est, hein, même nous au COEP, à utiliser les modèles tels qu'ils nous sont fournis. On va attendre que l'État ait fait son travail de mise à jour des documents. Il y aura aussi le précis de l'apprentissage qui va devoir être refondu pour intégrer toutes ces nouvelles mesures et le VADEMECUM des OPCO qui viendra aussi dans un deuxième temps. Je vous rappelle que cette réforme, elle nous a été annoncée fin avril pour une mise en place début juillet. Donc, on s'est vraiment concentré sur l'opérationnel, en fait, et sur la façon dont les contrats vont arriver. On a fait en sorte que tout soit prêt pour, donc dans les premiers jours de juillet, hein, ce ne sera pas à partir du premier jour de juillet, mais pour dès que possible, que vous voyez déjà sur le portail Action Apprentissage tous ces changements. Voilà, donc tout ce qui figurera, tout ce qui sera engagé et signé après le 1er juillet, vous verrez déjà toutes ces mesures dans les dossiers. Je voudrais revenir aussi sur la participation obligatoire. Les 750 € de participation obligatoire, elle est bien uniquement pour les formations de niveau 6, 7 et 8, donc licence, master et éventuellement doctorat. C'est une participation de 750 € par contrat, par formation. Je vous ai bien expliqué qu'en cas de rupture, il faut que la formation soit la même pour passer à une participation obligatoire de 200 €. En revanche, le solde de 10%, lui, c'est pour toutes les formations, pour tous les contrats qui vont être signés à partir du 1er juillet. Et je reviens sur un tout premier point qui a été dit au tout début, mais peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas encore là à ce moment-là. Les avenants, pour les avenants, ce n'est pas la date de conclusion de l'avenant, c'est la date de conclusion de contrat initial qui va nous dire sur quelles règles on va traiter le dossier. En fait, si c'est un avenant sur un contrat signé avant le 1er juillet 2025, dans ces cas-là, ce seront les anciennes règles qui s'appliqueront. Un avenant signé à partir du 1er juillet sur un contrat initial signé à partir du 1er juillet, lui sera traité selon les nouvelles règles. Donc pour les avenants, c'est vraiment la date de conclusion du contrat initial qui va nous importer. Donc j'ai vu aussi... Oui, pardon, vas-y. Dis-moi. On nous demandait, voilà, pour un contrat conclu avant le 1er juillet et déposé après le 1er juillet, est-ce que la loi va s'appliquer ou pas pour ce contrat-là? Alors, c'est vraiment la date de conclusion qui va faire office de savoir si on applique la réforme ou non. Un contrat conclu aujourd'hui, le 26 juin, qui commence en août ou en septembre, sera appliqué selon les normes actuelles, c'est-à-dire sur l'ancien système, si je peux me permettre, et vous me passez les guillemets. Si c'est un contrat conclu le 10 juillet qui commence en septembre, par contre, la date de conclusion est postérieure au 1er juillet, donc on sera sur les règles de la réforme. Okay. Alors, j'ai vu passer une question aussi sur l'interdiction d'embauche d'alternants. Alors là, on est hors du cadre de la réforme, mais peut-être qu'on peut préciser ce que c'est. En fait, c'est déjà en place à l'OPCOEP depuis 2024, donc ça doit être assez transparent pour vous. Les DRETS régionales nous font part régulièrement de contrôles qui se déroulent dans les entreprises et qui entraînent l'interdiction d'embauche d'alternants. D'alternants, apprentis, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc, l'OPCOEP reçoit un courrier et du coup, tous les engagements pour ces entreprises-là sont arrêtés à partir du moment où on a la décision et le contenu exact de la décision. Donc, en fait, ce que la DGEFP nous demande, c'est de faire des contrôles, mais qui, du coup, chez nous, sont déjà en place depuis un certain temps, sur l'interdiction d'embauche d'alternants. Le certificat de réalisation, Marie, devra-t-il se faire en mois ou en jours? Eh bien, pour l'instant, on reste sur le modèle qui est diffusé par le ministère du Travail. On n'en a pas d'autre, on n'en a pas refait d'autres. C'est un modèle de l'État qu'on ne va pas toucher.
Donc, tant que le ministère du Travail n'aura pas fait une nouvelle version, on continuera à parler en mois. Mais effectivement, je pense que dans la future version, nous parlerons bien en jours pour être vraiment cohérent avec Bien sûr. cette réforme. Ça Évidemment, paraît, nos accords de prise en charge vont bien faire apparaître ce nombre de jours aussi. Alors, là aussi, 2 salles, 2 ambiances. Pour tout ce qui est contrat signé avant le 1er juillet, ce sera toujours en nombre de mois, comme vous avez l'habitude de les voir aujourd'hui. Et pour les contrats signés à partir du 1er juillet, vous aurez le décompte en jours, ce qui vous aidera à refaire vos calculs pour le premier temps si vous voulez. Il nous a également demandé si nous allions continuer à transmettre au CFA les échéanciers avec les dates et les montants. Ah, bien sûr, tout à fait. Sur le principe, rien ne change. Vous aurez exactement l'échéancier avec le montant et les dates d'échéance, comme c'est actuellement. Okay. Alors, on voit aussi des CFA qui s'inquiètent de savoir si les employeurs ne payent pas. Je vous rappelle que, alors, on parle avec Benoît depuis tout à l'heure de participation obligatoire de l'employeur. Ce n'est pas nous qui appelons ça comme ça, c'est la loi. Donc, à partir du moment où la participation est obligatoire, en fait, il n'y a pas de raison que les employeurs ne vous la versent pas. Voilà, Ou que le CFA ne la facture pas. C'est ça, vous devez la facturer. Nous, de notre côté, on a juste besoin, à la fin du contrat, de la preuve que vous avez bien émis la facture, en fait. On ne va même pas s'assurer de la réalité du paiement des 750 €. Par contre, charge à vous de les récupérer auprès de l'entreprise. Il nous a demandé également si le découpage réalisé, alors je pense que c'est pour le 40-10, c'était un choix OPCO-EP. Donc oui, c'est une décision qui a été prise de procéder de cette manière-là, une décision prise par OPCO-EP. Peut-être que d'autres OPCO auront un autre fonctionnement. Et on nous demandait également si l'échéance de 10% ne concernait si elle concernait également la première année, si jamais on était sur un contrat de 2 années, ou si elle était vraiment due qu'à la fin des 2 ans, à la fin du contrat. Mais non, elle est bien présente dès la première échéance, comme on a pu vous le montrer dans l'exemple. C'est ça. Alors, vous aurez le support, mais voilà, je vous rappelle le petit schéma qu'on a construit avec la première année, la première échéance de 40, la deuxième de 30, la troisième de 20 et celle de 10 qui est regroupée avec celle de 40. Mais les 10% valent bien pour chaque année d'exécution du contrat. Je vois aussi une question sur la première échéance de deuxième année. Faut-il faire 2 factures, 40 et 10? Non, nous faisons une échéance de 50%. Il faudra vraiment suivre le montant de notre échéancier, de l'échéancier tel qu'il va figurer sur les accords de prise en charge. Oui, d'ailleurs, vraiment, les outils OPCO-EP ont évolué déjà, même comme nous vous l'avons dit, on est vraiment dans l'anticipation. On ne pouvait pas attendre que tous les décrets soient sortis pour évoluer, parce que sinon, on aurait eu un temps trop court, parce que le 1er juillet, voilà, ça va vite arriver. Donc, on est déjà en ordre de marche pour aussi accompagner les CFA et leur proposer des échéanciers qui soient en correspondance avec cette réforme. Alors, il est 15h26, je vois une question très intéressante sur le maintien en formation suite à une rupture. Comment se calcule le financement de celui-ci? Donc, il se calcule exactement de la même façon qu'aujourd'hui. Par contre, si c'est un contrat qui est concerné par une participation obligatoire de l'employeur, dans ce cas-là, il y a vraiment 2 niveaux. D'un côté, la durée du contrat, donc la participation obligatoire de l'employeur va aller du début d'exécution jusqu'à la date de rupture. On va recalculer la participation obligatoire sur cette base-là et l'OPCO continuera à régler les mois de formation en cas de maintien. Ça ne va pas changer. Mais du coup, c'est vrai que sur les cas de rupture avec maintien, pour les cas où il y aura participation obligatoire de l'employeur, la participation obligatoire va se baser sur la durée réelle réalisée, en fait.
Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... J'ai eu une dernière petite coupure, Marie. Donc, du coup, le partage n'est plus là. C'est ça. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on mette un terme à cette session. Donc, il y a encore des questions et donc nous vous apporterons des réponses. J'ai vu que certaines aussi jugeaient la réforme. On comprend. Alors, nous, on ne vous apportera pas de réponse sur les questions qui font à la fois, qui sont aussi un commentaire. Nous, notre idée, vraiment, aujourd'hui, c'était de vous apporter des éléments concrets, de rester technique. Et donc, dans nos réponses, nous le serons également. Et nous vous donnerons donc des réponses techniques et nous répondrons donc à ces questions. Merci beaucoup pour votre participation, très nombreuse participation. Et donc, on vous dit au prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, à bientôt.